Massa al-Khir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tejni Talk. Ce soir, je reçois M. Denis Ducarme, député fédéral MR du mouvement réformateur, mais également membre de la Commission de l'Intérieur et de la Défense à la Chambre des représentants et mandataire local dans le Hello en Wallonie. Monsieur Denis Ducarme, monsieur le député, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tejni. Alors, vous étiez parmi les premiers hommes politiques qui ont alerté, on va dire, l'opinion publique et qui ont également sensibilisé le gouvernement sur la situation des jeunes Belges qui sont partis combattre en Syrie, combattre contre le régime de Bachar el-Assad. Alors, ça fait tout un débat. Quel est l'état de la situation selon vous maintenant, monsieur Denis Ducarme ? Je dirais que j'ai un point de satisfaction. C'est vrai que ça fait des mois que j'alerte Mme Milquet, en particulier sur... Mme Milquet, la ministre de l'Intérieur. Sur le dossier. Et enfin, Mme Milquet, ministre de l'Intérieur, Mme Turtelbaum, ministre de la Justice, ont proposé ce vendredi un certain nombre de mesures visant à endiguer les départs de Belges sur le théâtre d'opérations liées au conflit en Syrie. Et donc, il était nécessaire en effet que le gouvernement réagisse parce que en Belgique, grand nombre de familles musulmanes étaient inquiètes, certains paniquant, se disant est-ce que demain mon gamin risque de prendre un vol pour aller se battre en Syrie, risquer sa peau là-bas. On sait qu'aujourd'hui des Belges sont morts là-bas, et donc il était nécessaire que sur le plan politique on réponde à l'appel de ces familles que j'ai rencontrées pour une partie d'entre elles, et qu'on puisse protéger les familles, principalement musulmanes, des courants radicaux recruteurs qui sévissaient ou qui sévissent encore en Belgique aujourd'hui. Alors, selon vous, pourquoi ces jeunes partent combattre en Syrie ? Je pense que c'est lié sans doute pour une partie d'entre eux à un idéalisme. Je crois que pour une partie d'entre eux, certains sont aussi manipulés. Je pense que ce sont des jeunes hommes qui sont sincères dans leur foi et qui tombent sur un certain nombre de personnes mal intentionnées. Mal intentionnées pourquoi ? Parce qu'elles mettent leur vie en danger. Ce sont des familles qui risquent d'être brisées. Et donc cette manipulation les conduit, parce qu'ils sont jeunes, peut-être idéalistes, peut-être un peu naïfs, à s'exporter, à exporter leur vie vers la Syrie dans un conflit qui je ne sais pas... Est-ce qu'ils partent pour faire du djihad ? Est-ce que pour eux, c'est un acte qui va, je ne sais pas, les emmener directement au paradis en allant combattre en Syrie ? C'est peut-être pour ça ? Je crois que certains le font comme ça. Je crois que certains le font avec une foi portée à une forme de paroxysme. Ou on leur fait croire qu'ils iront au paradis via la Syrie. Un exemple que j'ai vécu dans le cadre d'une cérémonie de condoléances qui a eu lieu à Bruxelles et qu'on m'a rapporté. La maman, se raccrochant à ça, son fils est mort en Syrie, la famille, les amis passaient lui rendre visite pour lui présenter les condoléances. Elle disait je suis fier, mon fils est un martyr, mon fils est au paradis. D'autres musulmans lui disaient mais non maman, il n'est pas au paradis, c'est pas un combat qui envoie au paradis d'aller se battre en Syrie ainsi contre d'autres musulmans, parce qu'on connaît le contexte sunnite en Syrie aujourd'hui aussi. Et donc oui, certains... C'est aussi un combat entre musulmans. Moi je pense. Alors on a découvert, monsieur Ducarme, qu'il y a aussi des mineurs qui sont partis se battre là-bas, également des convertis. C'est une situation un peu paradoxale. C'est nouveau pour la Belgique, cette situation ? Non, parce que nous avons déjà eu un certain nombre de Belges qui ont exporté leur combat en Irak, au Mali, en Palestine, dans d'autres zones de la région. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'ampleur
du phénomène. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'en effet, et je l'ai révélé moi-même, en fonction des amis que j'ai dans la communauté musulmane, où j'ai pu indiquer, en effet, par voie de presse, que dans le cadre des recrutements, il n'y avait pas de distinguo entre les mineurs et les majeurs. Et donc, évidemment, manipuler un jeune de 18-19 ans, c'est déjà grave, mais favoriser le départ d'un gamin de 16 ans, qu'il soit d'origine du Maghreb, belge ou converti, évidemment, ça pose un problème encore plus important. Un mineur est un mineur. Il faut protéger les enfants. Il faut protéger les enfants. Et il nous fallait véritablement protéger ces familles. Et donc, après mon appel, Madame Milquet a mis en place ce groupe de travail qu'elle a appelé Task Force. Et donc, elle a commencé à répondre... Avant peut-être de parler de cela, comment on est arrivé à cette situation? Est-ce que la Belgique a été laxiste? Est-ce qu'elle a laissé ces courants radicaux sévir, travailler de manière libre ici en Belgique? Comment ça se fait qu'on en arrive à... Je pourrais vous parler d'intégration, mais je ne vais pas le faire. Mais quel rapport entre l'intégration et ça? Mais ce que je vais vous dire, c'est que je crois que les politiques, comme les membres des communautés, nous avons fait une erreur et nous la répétons encore. Certains ont envisagé la communauté musulmane comme un bloc massif, comme un bloc. L'erreur qu'on a fait et qu'on fait encore, c'est de ne pas suffisamment faire le distinguo entre les musulmans qui pratiquent leur foi, simplement, et puis cette frange minoritaire de radicaux. Et ce que moi je mène comme combat depuis maintenant 10 ans que je suis au Parlement sur ce dossier, c'est de dire il faut que les musulmans soient avec nous. Mais quand je dis avec nous, c'est avec le MR, le PS, le CDH, qui que vous vouliez. Mais il faut que ces musulmans soient avec les autres Belges pour lutter contre ces radicaux qui sont les nouveaux fascistes et ces extrémistes qui font en effet qu'un certain nombre de Belges de souche mal informés, eh bien, confondent les islamistes et les musulmans. C'est pas la même chose. En vous entendant, on pourrait peut-être comprendre aussi que ces musulmans, cette grande majorité de musulmans qui pratiquent leur foi de manière tout à fait normale, c'est comme si ils sont conscients qu'il y a un danger et qu'ils pactisent plutôt avec les radicaux que s'adhérer aux valeurs de notre société. Parce qu'on entend beaucoup de musulmans dire, voilà, à chaque fois qu'il y a un problème qui met en relation quelques jeunes extrémistes, etc., on stigmatise la majorité de la communauté musulmane. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Vous n'aurez jamais entendu dans ma bouche de critiques à l'encontre des musulmans. Vous aurez entendu par contre, à l'encontre des islamistes radicaux, beaucoup de force et même de mépris dans ma bouche. J'assume ce mépris par rapport à ces franges extrémistes, mais je dis aux musulmans, et j'ai vu cette semaine un certain nombre d'interviews de musulmans qui appellent à lutter contre les radicaux islamistes. Et c'est ça que le Belge de souche doit intégrer, et il ne le fait pas assez. Et là, je pense qu'il y a un effort de pédagogie à faire. Eh bien, c'est qu'ils comprennent véritablement que les premières victimes du radicalisme, ce sont les musulmans. Ceux qui sont les premiers à être touchés, ce sont les musulmans. Et que c'est avec les musulmans que nous devons continuer ce combat contre les radicaux. Mais pour ce faire, et là je relance un appel que j'ai déjà lancé il y a quelques années, il faut qu'on entende davantage de ces musulmans, de ces élus musulmans, qui critiquent, qui s'en prennent, qui attaquent médiatiquement. Mais peut-être qu'on ne leur donne pas assez voix au chapitre, parce qu'ils existent, mais comme vous savez, on parle toujours des trains qui arrivent en retard. Est-ce que vous pensez que les médias, les politiques ne mettent pas plus en avant des success stories ou de ces personnalités qui luttent contre
le radicalisme. Peut-être qu'il y a aussi une part de responsabilité dans le chef des médias, dans le chef d'un certain nombre de partis politiques. Mais tous les musulmans qui nous écoutent ici, ce soir, qui voudraient, quelle que soit leur orientation politique, mener un combat contre ces radicaux, qu'ils me téléphonent, je les verrai. Et avec eux et avec d'autres amis, d'autres partis politiques, j'essaierai, et je m'y engage, à leur donner davantage la possibilité d'exprimer leurs paroles. D'accord, mais vous ne pensez pas qu'on charge trop la communauté musulmane ? Ils doivent ceci, ils doivent faire cela. Donc, parce que finalement, ce sont des choix individuels de quelques jeunes qui sont partis. Donc, est-ce que vous pensez que les parents, s'ils étaient au courant, ils auraient laissé partir leurs enfants ? Donc, il ne faudrait peut-être pas trop charger cette communauté. Ah non, mais je ne la charge pas, je ne dis pas, je dis qu'elle est victime. Donc je dis véritablement qu'elle doit être protégée, cette communauté, mais nous devons véritablement nous donner la possibilité de travailler ensemble contre les courants radicaux, et chacun prenant sa responsabilité, ce qui expliquera un certain nombre de personnes qui tombent dans le racisme, qui tombent dans les préjugés, les amalgames, qu'il faut être un peu plus nuancé que ça, un peu plus intelligent que ça, et que l'ennemi n'est pas le musulman, mais l'islamiste. D'accord, justement, dans le même cadre, Richard Miller, votre collègue au Sénat, a co-signé une résolution qui vise à lutter contre l'islamophobie. Le MR, il était un peu plus sceptique que Richard Miller. Est-ce que le MR soutient cette résolution ou pas ? Sur le fond, par rapport à l'islamophobie, par rapport à ce racisme anti-musulman qui vise les musulmans parce qu'ils sont musulmans, le mouvement réformateur, avec Charles Michel, avec Richard Miller, avec d'autres, nous sommes véritablement avec la volonté de nous engager dans ce combat. Le problème, c'est que ce texte n'était pas bien torché, pour être clair et pour être un peu brutal dans l'expression, et qu'il faut, et toutes les religions, et ce texte n'était pas clair à ce niveau-là, doit véritablement être respecté, mais qu'on doit également se garder la possibilité de critiquer les religions. Et celui qui vous dit ça, c'est pas celui qui critique les islamistes, c'est pas Denis Ducarme et son combat contre l'islamisme, c'est le Denis Ducarme qui a fait condamner le pape Benoît XVI par voie diplomatique. Ça n'était jamais arrivé en fonction de ses propos sur le sida. Donc moi, je suis quelqu'un qui estime, en effet, qu'on doit pouvoir critiquer l'ensemble des religions, en tant que citoyen, en tant que politique. Mais est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une discrimination qui vise les musulmans ? Bien entendu. Donc vous ne le niez pas ? Absolument. Donc vous avez, on le sait, l'islamophobie existe, l'antisémitisme existe, d'autres types de racisme existent, et donc plutôt que de faire un texte qui ne soit pas bien compris, qui ne soit pas convenable sur le fond, nous avons décidé, au niveau du mouvement réformateur, de prendre le temps de réaliser un texte, avec Richard Miller en ce compris, qui en effet s'attaque aux discriminations à l'égard des musulmans, mais également à l'ensemble des autres communautés qui, comme les musulmans, ont droit au respect. Alors, vous avez publié un ouvrage en 2007, L'Islam de Belgique, de 2007 à 2013. Est-ce que, déjà en 2007, vous étiez sensible ou vous avez perçu ce développement ou cette émergence du discours radical haineux islamiste ici en Belgique? Oui, le discours radical islamiste haineux, comme j'ai pu percevoir dans mon engagement une très grande générosité des musulmans à faire évoluer le vivre ensemble et la représentation de l'islam de Belgique. Malheureusement, je suis toujours obligé aujourd'hui de constater que l'islam de Belgique est en panne.
La majorité des mosquées ne sont pas reconnues. On garde à l'intérieur de l'islam un esprit de chapelle entre les différentes chapelles turques, entre les différentes chapelles converties, marocaines, pakistanaises et autres. Sunnites, chiites. Aussi, moins largement sans doute, parce que je crois que le problème le plus important en mon chef, tel que je l'analyse, est le problème lié à la Diyanet. C'est une des entraves. La Diyanet, qui est la représentation qui fait office de représentation du culte pour la population turcophone, on va dire. C'est ça, donc disons que 60% des mosquées turques sont sous la responsabilité directe de la Diyanet, qui n'est autre que l'émanation du ministère des Affaires religieuses turques, et avec des imams qui sont des fonctionnaires turcs. Comment voulez-vous construire un islam de Belgique de cette manière-là? Nous gardons beaucoup de difficultés entre les différentes communautés au sein de l'exécutif des musulmans de Belgique. Vous pointez du doigt ces imams qui viennent de l'étranger et qui structurent ou qui encadrent la communauté musulmane, et vous pensez que ce n'est pas... Dans le fonctionnement de la Diyanet, certains imams turcs sont en place pour 3 ou 4 ans. Et puis ils changent de poste, un peu comme des diplomates. C'est pas comme ça qu'on ancre véritablement une religion positivement dans un pays. Et donc je pense que tant qu'on n'aura pas réglé tous ces problèmes et bien d'autres au sein de l'exécutif des musulmans de Belgique, je pense aussi à la formation des imams, la formation des conseillers musulmans au niveau des prisons, tant que l'ensemble des musulmans ne se seront pas mis autour de la table en disant construisons véritablement un exécutif des musulmans de Belgique qui fonctionne, malheureusement on n'avancera pas. Alors la dernière fois, le président de l'exécutif des musulmans de Belgique justement était à votre place, on lui a posé la question, il nous a répondu que l'exécutif n'avait pas les moyens pour former les imams. Écoutez, moi je pense véritablement, et je suis le dossier depuis des années maintenant, qu'il y a une volonté politique à confier à l'exécutif des musulmans de Belgique davantage de responsabilités, mais il faut qu'il fasse un minimum ses preuves et qu'il pacifie l'ensemble de la communauté en son sein. J'entends des représentants de l'exécutif des musulmans de Belgique, vous le savez, qui sont encore aujourd'hui à couteau tiré. Nous verrons le politique donner davantage de responsabilités, peut-être de moyens à l'exécutif des musulmans de Belgique, que si celui-ci a fait ses preuves qu'il pouvait fonctionner et travailler avec des objectifs concrets, en installant un minimum la paix. Il n'y a pas que le problème des imams qui viennent de l'étranger. Vous avez signalé peut-être à juste titre que l'exécutif des musulmans est en panne pour différentes raisons, mais il y a aussi d'autres acteurs qui viennent de l'étranger pour organiser par exemple ici des foires islamiques ici en Belgique. Donc il y a plusieurs courants qui viennent de l'étranger pour participer à la structure de cette communauté musulmane de Belgique. Justement par rapport à cette foire islamique qui a été organisée il y a quelques mois, vous l'avez critiqué, c'était par rapport à des intervenants qui étaient indésirables et qui étaient invités par les organisateurs de cette foire islamique? Moi, je n'ai pas critiqué l'organisation d'une foire musulmane en soi. Je trouve que c'est très bien, c'est un droit. Elle a lieu depuis 30 ans à Paris, pourquoi pas à Bruxelles. Ce qui est problématique, c'est que la Ligue des musulmans de Belgique, si j'ai bon souvenir, a organisé cette foire en invitant un certain nombre de personnes qui ne se sont pas vus finalement délivrer le visa pour rejoindre cette foire musulmane. Pourquoi? Parce qu'on considérait au niveau du gouvernement belge que leur présence, compte tenu de leur comportement, de leur discours, était inappropriée et incompatible avec un socle commun des valeurs. Donc le problème en effet, c'est que certains n'ont pu être accueillis en Belgique alors que la Ligue des musulmans de Belgique souhaitait les inviter. La Ligue des musulmans de Belgique qui est proche des frères musulmans. On le dit, hein. Oui. Je n'affirme rien, on le dit. Et donc ils ont voulu inviter
à Bruxelles, dans le cadre de cette foire, des personnes qui posent vraiment problème compte tenu de leur discours et de leur comportement. Donc je ne pense pas que c'est ainsi qu'on favorise la bonne acceptation et le vivre ensemble. Alors justement, Monsieur Ducarme, quand on voit des imams extrémistes qui prêchent un peu parfois des discours, on va dire entre guillemets, dangereux, quand on voit des intervenants qui viennent de l'étranger pour travailler les musulmans de Belgique, entre guillemets, quand on voit des personnalités indésirables ou qui ne partagent pas les mêmes valeurs de notre société, qui sont invités à animer des conférences, débats vis-à-vis de cette communauté, qu'est-ce que la Belgique ou qu'est-ce que le politique peut faire pour qu'on n'en arrive pas à ça, pour qu'on puisse protéger cette communauté musulmane de Belgique? Il s'agit bien en effet de protéger la communauté musulmane d'un certain nombre de courants. Et la société de manière générale. Oui, mais tout à fait. Donc, les musulmans doivent être davantage protégés. Le radicalisme, il est en treillis et il est en col blanc. Et donc, nous devons véritablement veiller, et on l'a fait, je dirais, au MR, dans le respect des philosophies de chacun, mais on l'a fait en resserrant un certain nombre de textes. Et notre arsenal législatif aujourd'hui est plus important qu'il ne l'était dans le passé. Il est clair qu'on attend toujours le plan de lutte anti-radicalisme qui doit être présenté depuis un certain temps, c'est vrai, par la ministre de l'Intérieur, Madame Milquet. Ça fait 1 an qu'il doit arriver. Et donc, il est clair qu'avec un plan radicalisme qui sera discuté à la Chambre, on pourra se donner encore davantage les moyens de lutter contre les radicaux, de protéger notre société, de protéger l'islam tranquille, qui est pratiqué par la majorité des Belges de confession musulmane aujourd'hui, et d'éviter à nos jeunes d'être contaminés par un esprit de haine, de rejet de l'autre, de mépris, qui n'a rien à voir avec l'islam. Rien. Alors, on va passer peut-être à un autre dossier, le dossier du Sahara marocain. Vous connaissez un petit peu le Maghreb, le Maroc en particulier, parce que vous avez effectué quelques missions dans ce pays. Dernièrement, Conseil de sécurité, les États-Unis, par la voix de leurs représentants, ont proposé une résolution à ce que le MINURSO, qui veille à l'observation du cessez-le-feu dans cette question très sensible du Maroc, le Sahara, les États-Unis ont proposé d'élargir la mission de la MINURSO à observer, à contrôler plus l'application ou le respect des droits de l'homme dans ce territoire du sud du Maroc et à Tindouf, dans les camps des réfugiés. Le Maroc n'est pas très content. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le député? Je connais bien le dossier. J'ai rentré quelques rapports sur le dossier du Sahara marocain et j'alerte. Et j'alerterai également en commission des relations extérieures. Je pense qu'estimer que ce dossier qui peine à se résoudre depuis des décennies ne pourra se résoudre que dans un esprit de compromis qui respecte chacune des parties. Et je crois que le Maroc, comme les autres parties, doit être pleinement respecté. Et ce qui est sur la table aujourd'hui m'inquiète parce que j'ai le sentiment qu'on veut faire le forcing au-delà des bonnes volontés qui se sont exprimées dans la proposition marocaine. Je n'ai pas le sentiment vraiment qu'on sortira par le haut de ce dossier, et pourtant il faudra quand même en sortir un jour, sans respecter la partie marocaine. Pour finir cette émission, Monsieur Ducarme, j'ai reçu Monsieur Ahmed Laoueche, sénateur PS, qui était à votre place il y a 2 jours. Et donc, il a estimé que votre discours stresse la société. Qu'est-ce que vous lui répondez, Monsieur Ducarme? Est-ce que vous avez eu le sentiment ce soir que j'avais une tendance à stresser la société? Non, ce qui stresse la société, c'est les caricatures bêtes et méchantes que certaines personnes comme Monsieur Laoueche ou d'autres peuvent faire à l'encontre d'un certain nombre de représentants politiques qui sont de bonne foi. Oui, j'ai mes convictions, j'ai mes valeurs, j'ai mes combats, mais une des
première valeur que moi je souhaite porter, c'est le respect de chacun, le respect des philosophies, des convictions religieuses de chacun. Nous avons nos ennemis communs, ce sont les radicaux islamistes, ce sont les extrémistes de droite. Et donc, c'est vrai que je souffre, pas au sens premier, mais d'un certain nombre de caricatures. Et donc, je renverrai simplement Monsieur Lawesh à mes écrits, à mes déclarations, qu'il lise vraiment ce que je dis, qu'il lise vraiment ce que j'écris. Et peut-être qu'il aura, à l'occasion de la prochaine émission pour laquelle vous l'inviterez, l'honnêteté intellectuelle d'indiquer qu'il s'était trompé. Monsieur le député, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Tejini. Quant à moi, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère vous retrouver dans une autre émission Tejini Talk. Wa ila dhalika al-hin, aqulu lakum ila al-liqa. Ma'a salama.